Kwekwe, bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur l'entente de règlement sur l'eau potable des Premières Nations. Je me présente, je suis Jacinthe Ledoux, je suis avocate avec Kane Lamar et j'ai travaillé en collaboration avec les cabinets Althius Clear Townshend et McCarthy Tétrault pour conclure cette entente de règlement sur l'eau potable des Premières Nations. Et on va vous présenter un peu plus d'informations sur le contenu de cette entente, mais sachez qu'on demeure disponible si vous avez des questions additionnelles par la suite. Alors, d'abord, quels sont les faits saillants, les éléments les plus importants de cette entente-là qui sont à retenir? Eh bien, le Canada, dans cette entente, s'engage à verser 8 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures en termes d'eau potable sur vos communautés. Et il y a de ce 8 milliards de dollars, 6 milliards qui est vraiment destiné aux infrastructures communautaires pour approvisionner vos communautés en eau, en traitement des eaux usées, en aqueduc et le reste le 2 milliards de dollars additionnels sert à indemniser les membres et les Premières Nations qui ont vécu avec des avis concernant l'eau potable, des avis qui ont duré au moins 1 an entre le 20 novembre 1995 et le 20 juin 2021. Alors, en ce moment, au moment où vous regardez ce webinaire, le processus de demande d'indemnisation est déjà ouvert. Vous pouvez déjà faire des demandes et ce webinaire va vous fournir de l'information pour déterminer si vous êtes éligible et comment faire ces demandes. Alors, les individus, les particuliers, si vous êtes un membre d'une Première Nation, vous avez deux possibilités pour présenter votre demande d'indemnisation. La première possibilité, c'est en utilisant un formulaire de demande d'indemnisation individuelle, on va en parler un peu plus tard, ou bien votre Première Nation peut aussi vous inscrire sur une liste de personnes éligibles. Et si votre nom est sur cette liste de confirmation qui est préparée par votre Première Nation, vous n'avez pas besoin de remplir un formulaire de demande d'indemnisation parce que vous êtes automatiquement sur cette liste, donc automatiquement éligible à obtenir une compensation. Vous avez, en tant qu'individu, jusqu'au 7 mars 2023 pour faire votre demande d'indemnisation. Alors ça, c'est pour les membres, pour les individus qui sont éligibles et qui ont subi des préjudices à cause des avis concernant la qualité de l'eau potable sur leur communauté. Maintenant, les Premières Nations au niveau collectif, donc pour les dommages collectifs, les Premières Nations qui sont touchées peuvent accepter de faire partie de l'entente de règlement. Et si vous acceptez d'en faire partie, il faut soumettre une résolution de conseil de bande qui accepte de faire partie du recours. Donc, si vous n'acceptez pas en tant que Première Nation, vous n'aurez donc pas droit à l'indemnisation. Vous avez jusqu'au 2 décembre 2022 pour envoyer votre résolution d'acceptation. Pour les Premières Nations, à quoi vous avez droit en vertu de l'entente, si vous acceptez d'en faire partie, vous recevez automatiquement 500 000 500 000 qui est le montant de base, plus un montant équivalent à la moitié de la totalité des demandes individuelles de vos membres. On va en reparler un petit peu plus en détail plus tard. Mais bref, n'oubliez pas, il faut soumettre une résolution de conseil de bande pour pouvoir faire partie du recours. Alors, d'où ça vient cette entente de règlement? Pourquoi est-ce qu'on est rendu là aujourd'hui? C'est qu'en 2019, la Première Nation Neskantaga, la Première Nation Curve Lake, qui est la nation des Cris de Tatascoyach, avec l'aide de Althius Clear Townshend et McCarthy Tétrault, qui sont leurs firmes d'avocats, ont entamé des recours collectifs. Ils ont donc poursuivi le Canada pour les dommages subis à cause du manque d'accès à l'eau potable sur leur communauté. Ils ont fait valoir que le Canada n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les communautés des Premières Nations aient un accès adéquat de l'eau salubre. Or, le Canada, face à ce recours-là, un recours collectif auquel plus que 250 Premières Nations étaient admissibles à travers le pays. Alors, face à ce recours, le Canada a plutôt choisi de négocier une entente hors cours pour éviter l'escalade en justice. Et cette entente de règlement a été approuvée par les tribunaux en décembre 2021.
Alors, comme on vient de le dire, le règlement prévoit une indemnisation pour les Premières Nations et aussi pour les individus. On va le décrire encore plus en détail prochainement. Et le règlement comprend aussi un engagement de la part du Canada à financer la construction, l'exploitation, l'entretien des infrastructures nécessaires pour fournir un accès régulier à de l'eau potable dans les maisons sur vos communautés. Alors, c'est une partie de l'histoire derrière cette entente de règlement. Alors, les bases, on vient d'en parler, hein, 8 milliards de dollars en tout, 1,8 milliard, bon, presque 2 milliards pour les indemnisations pour les Premières Nations, pour les individus. Ensuite, un montant supplémentaire de 50 millions pour les individus qui ont subi des blessures spécifiques, donc des blessures qui sont vraiment dues à l'utilisation d'eau de mauvaise qualité pendant les avis. Alors, par exemple, quelqu'un qui aurait eu des maladies de peau, des problèmes aussi de santé mentale, par exemple, reliés à l'absence d'accès à l'eau potable sur la communauté. On va le voir un petit peu plus loin en détail. Ensuite, il y a 6 milliards de dollars, comme je le disais plus tôt, qui est vraiment pour améliorer maintenant les infrastructures qui donnent accès à l'eau sur vos communautés. Et il y a aussi un engagement renouvelé à l'égard du plan d'action du Canada pour la levée de tous les avis concernant la qualité de l'eau potable et un engagement à moderniser les lois sur l'eau potable des Premières Nations du Canada, qui va comprendre des normes minimales, un peu comme ce que le gouvernement canadien a fait récemment avec la loi C-92 en matière de jeunesse et de services aux familles. Hein, ils ont établi des normes minimales qui s'appliquent pour tous les enfants autochtones à travers le pays. Ils ont l'intention de faire la même chose maintenant pour l'eau potable, donc des normes minimales qui vont s'appliquer à l'ensemble du pays pour toutes les communautés autochtones. Ils veulent aussi créer un comité consultatif des Premières Nations sur la salubrité de l'eau potable sur les communautés. Et ils veulent aussi offrir un soutien euh, aux Premières Nations, à vos communautés, pour que vous puissiez développer vos propres outils de gouvernance en matière de gestion de l'eau sur vos communautés, sur vos territoires. Donc, voilà, on continue. Alors, la question que tout le monde se pose, qui est éligible à demander une compensation individuelle sur la base de ce règlement? Alors, il faut déjà se mettre en garde, disons, là, considérant la période des avis à long terme qui ont eu lieu sur l'ensemble de vos réserves. Ce sont seulement les gens qui sont nés après le 20 novembre 1995 qui sont éligibles. Alors, le premier critère, c'est d'être, dans ce cas-ci, né après le 20 novembre 1995 et il faut aussi avoir résidé, avoir vécu sur la terre d'une Première Nation touchée par un avis à long terme sur la qualité de l'eau potable. Et cet avis-là doit avoir duré au moins un an. Donc, au moins un an entre le 20 novembre 1995 et le 20 juin 2021. Alors, quelles sont les périodes dans chacune de vos communautés qui ont été visées par un avis d'accès à l'eau potable qui a duré un an ou plus? Alors, pour Pakwashipu, c'est du 14 février 2003 au 5 novembre 2004. Donc, si vous êtes né après le 20 novembre 1995 et que vous avez résidé à Pakwashipu pendant la période du 14 février 2003 au 5 novembre 2004, vous êtes éligible pour une compensation individuelle. Même chose, si vous êtes à Kichisakik et que vous êtes né après le 20 novembre 1995 et que vous résidiez à Kichisakik entre le 25 juillet 2005 et le 27 juillet 2013, vous êtes éligible pour demander une compensation individuelle. Même chose, si vous êtes à Pessamit, vous avez déjà compris la recette, il faut être né après le 20 novembre 1995 et avoir vécu à Pessamit pendant la vie à long terme qui était du 16 avril 2009 au 24 août 2012. Alors, voici les individus qui sont éligibles à demander une compensation dans vos communautés. Une question m'a été posée un peu plus tôt. Est-ce que c'est seulement
les résidents, c'est-à-dire les membres inscrits ou qui ont un statut qui peuvent être éligibles. Alors non, si vous êtes une Première Nation, si vous êtes membre en général d'une Première Nation, que vous résidez sur le territoire de la communauté visée dont on vient de parler, vous êtes éligible. Par contre, il faut être autochtone, il faut faire partie des Premières Nations. Si vous êtes un non-autochtone résident dans la communauté, vous n'êtes pas éligible au recours. Pas au recours, mais à la compensation. Alors, les personnes admissibles, vous pouvez demander 2 types d'indemnisation, c'est-à-dire l'indemnité de base qui vous est accordée si vous avez rempli les critères dont on vient de parler un petit peu plus tôt. Et si vous avez des blessures spécifiques, vous pouvez demander des compensations additionnelles. Alors, les dommages vont varier en fonction de l'âge, en raison des lois canadiennes sur les délais de prescription. C'est pour ça qu'il y a des dates comme celle-là. Ça paraît un peu technique, mais c'est des règles procédurales là, de prescription qui font en sorte que c'est vraiment les gens qui sont nés après le 20 novembre 1995 qui sont éligibles dans ce cas-ci. L'indemnisation est disponible pour toutes les années et pour toutes les parties d'années pendant lesquelles vous avez résidé habituellement sur la réserve au cours d'un avis qui a duré plus d'1 an. Donc, si vous avez été sur la réserve pendant une partie de la période visée, vous êtes quand même éligible pour la partie de cette période où vous avez vécu sur la réserve. Donc, pour l'indemnisation individuelle, je le répète, il y a une indemnisation disponible de base. L'indemnisation des personnes admissibles va être basée sur le nombre de réclamations individuelles qui ont été approuvées, le type d'avis, l'éloignement de la communauté des Premières Nations. Ça, c'est la façon finalement dont l'indemnité de base va être calculée. Ça va varier en fonction des communautés. Et les montants d'indemnisation spécifiques vont être connus seulement après la fin de la période de réclamation. Donc, il y a une analyse qui va être faite par chaque personne, par les gens qui vont recevoir vos demandes d'indemnisation pour déterminer exactement combien le montant de base devrait être pour votre communauté. Et ensuite, la question des blessures spécifiques. Si vous avez eu des dommages spécifiques, et que vous êtes aussi éligible pour l'indemnisation de base, vous pouvez donc documenter ces blessures-là, ces dommages spécifiques, et elles doivent avoir été directement causées par la vie à long terme sur la qualité de l'eau potable. Alors, soit parce que vous avez utilisé de l'eau traitée ou de l'eau du robinet, mais vous êtes quand même tombé malade, ou bien vous n'avez pas eu un accès approprié à l'eau traitée ou à l'eau du robinet. Évidemment, si vous avez eu une maladie pendant cette période-là qui n'était pas du tout reliée au fait d'avoir consommé de l'eau sur votre communauté, vous ne serez pas éligible pour des dommages spécifiques, pour des dommages pour compenser vos blessures spécifiques. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un lien causal, fait cause à effet. Là, vous avez utilisé l'eau et c'est cette eau-là qui vous a rendu malade pendant la période visée par la vie à long terme. Alors, voilà. Pour les blessures spécifiques, on pourra répondre à des questions plus spécifiques s'il y en a un peu plus tard. Alors, vous pouvez aussi faire des demandes d'indemnisation pour autrui, par exemple pour vos enfants. Ou pour des représentants personnels, une personne, par exemple, qui n'aurait pas la capacité de remplir elle-même son formulaire, vous pouvez le faire pour ces personnes-là. Il y a un formulaire de demande d'indemnisation différent pour les enfants mineurs. Donc, si c'est pour vos enfants, vous devez avoir accès à ce formulaire spécifique. Et si des personnes sont décédées, vous pouvez aussi faire des demandes d'indemnisation pour eux. Il y a un formulaire spécifique pour ces personnes-là. Encore une fois, ceux qui n'ont pas la capacité de remplir le formulaire eux-mêmes peuvent vous signer une procuration et vous pouvez par procuration donc faire la demande pour eux. Il y a un formulaire spécifique aussi pour ça. Pour les gens qui sont décédés et qui, finalement, les exécuteurs testamentaires désirent faire une demande pour ces personnes-là, il faudra donc que la personne soit décédée le 20 novembre 2017 ou après, et le formulaire de demande pourra donc être déposé en son nom par les exécuteurs testamentaires. Et le formulaire doit être rempli, je disais les exécuteurs testamentaires, mais ça peut aussi être les successeurs, les héritiers, donc généralement les enfants, en fonction de plusieurs facteurs. Notamment si le membre du recours collectif avait un testament, c'est-à-dire si la personne décédée avait un testament, mais peut-être qu'elle a donné l'autorité ou à quelqu'un d'hériter, donc d'être un héritier ou aussi d'être un exécuteur testamentaire. C'est ça qui va déterminer qui peut déposer la demande pour cette personne décédée.
Si quelqu'un est atteint d'un handicap mental, donc d'une invalidité ou d'une incapacité, ou encore les enfants mineurs, vous pouvez aussi déposer un formulaire pour ces personnes si elles ont été donc reconnues mentalement inaptes ou les enfants mineurs. Bref, il y a un formulaire spécifique encore là pour ces personnes. Donc, on a fini la portion des indemnisations et des compensations individuelles. On va peut-être y revenir un peu plus tard pour des trucs spécifiques, mais là, on change de registre. On s'en va plutôt dans les indemnisations et les compensations qui sont pour les Premières Nations. Donc, pour vos Premières Nations, vos communautés, dans une perspective de dommages collectifs à votre communauté au complet. Alors, les membres du recours collectif des Premières Nations, vous devez être une Première Nation touchée qui fournit une résolution d'acceptation du conseil de bande. Alors, je répète, les 3 communautés ou les 4 communautés au Québec qui sont touchées par ce recours, c'est Pakwashipu, Kichissakik, Pessamit, Kitigan-Zibi. Si vous avez déjà, même si vous avez déjà soumis une résolution de conseil de bande au tout début des négociations avec le Canada et que vous avez été sollicité, vous avez choisi de faire partie du recours collectif, ce n'est pas terminé. Il y a une deuxième résolution de conseil de bande qui doit être adoptée. Je pense entre autres à Kichissakik, à Pessamit. Il reste une résolution de conseil de bande qui doit être adoptée pour certifier que vous choisissez, maintenant que vous connaissez le contenu de l'entente de règlement, que vous choisissez d'y adhérer et d'avoir finalement accès à la compensation qui est prévue. Pour Pakwashipu, vous avez déjà adopté cette deuxième résolution de conseil de bande, donc vous êtes déjà parti au recours collectif en ce moment. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je vous ai déjà donné la conclusion basée sur chacune de vos communautés. Donc, les critères qui sont ici, les 4 communautés que j'ai nommées, vous les remplissez déjà. Vous avez eu des avis sur l'accès à l'eau potable qui ont duré au moins 1 an dans la période visée. Vous êtes des Premières Nations éligibles et vos membres et les résidents, les individus qui étaient sur vos terres de réserve pendant la période visée sont aussi éligibles. Donc, encore une fois, pour les Premières Nations, c'est quoi vos montants de compensation potentielle? Donc, chacune des Premières Nations admissibles que j'ai mentionnées plus tôt qui acceptent le règlement, donc sous réserve que vous signez cette résolution de conseil de bande qui confirme votre acceptation du règlement, vous allez avoir un paiement de base de 500 000 qui est finalement le paiement de base. Et ensuite, s'ajoute à ça un deuxième paiement qui va être égal à 50 des indemnisations qui vont avoir été versées à vos membres ou aux résidents, bref, aux individus de vos communautés qui vont avoir fait des demandes d'indemnisation. Je le répète, plus vos membres, plus les individus qui ont résidé sur vos communautés vont faire des demandes d'indemnisation, plus cette deuxième portion de la compensation que vous allez recevoir va être importante. Et ensemble, ces 2 montants composent le total des dommages collectifs de votre Première Nation et le montant total qui va donc vous être versé. Alors, il y a un petit exemple ici. Là, si le montant total des demandes d'indemnisation des individus là, qui sont membres de votre Première Nation est de 400 000 ça veut dire que votre Première Nation recevrait la moitié, 50 200 000 plus le paiement de base, 500 000, donc pour un total de 700 000 Alors, ce n'est pas de l'argent qui est lié, c'est-à-dire que vous ne devez pas nécessairement utiliser cet argent-là pour vos infrastructures d'eau potable. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet argent. Vous pouvez le dépenser en fonction des priorités de votre communauté. Alors voilà pour les compensations. L'allègement de la perspective par le Canada, en fait, c'est plutôt les engagements qui ont été pris par le Canada, outre le versement de compensations financières collectives et individuelles. Alors, il y a un plan d'action. Le Canada s'est engagé à prendre toutes les mesures raisonnables pour supprimer les avis pour la consommation d'eau potable de longue durée. C'est un engagement légal. Alors maintenant, c'est dans le cadre d'une entente contractuelle. Ce n'est plus seulement
un symbole politique qui n'a pas de dents, si on peut le dire comme ça. C'est vraiment une entente et le Canada doit rendre des comptes sur la façon dont il va éliminer les avis de consommation en eau potable sur les communautés autochtones. Alors, il y a un engagement, des efforts raisonnables doivent être fournis pour fournir un accès régulier à l'eau potable et encore là, il y a un minimum de 6 milliards de dollars qui va être dépensé entre le 20 juin 2021 et le 21 mars 2030 pour répondre à vos besoins d'usage quotidien. Bon, je l'ai dit, là, tout ce qu'on fait finalement avec l'eau dans une maison. Alors, ça va couvrir ça, les coûts réels de construction, de modernisation, d'exploitation, d'entretien de vos infrastructures pour l'accès à l'eau potable. Alors, si plus tard, une Première Nation pense que le Canada ne respecte pas son engagement, les engagements pris dans le plan d'action ou les engagements de dépenser le 6 milliards de dollars pour l'amélioration et la modernisation de vos infrastructures, elle doit le faire savoir. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe au cours des prochains mois, des prochaines années, vous devez le faire savoir et le Canada va alors être tenu de consulter et de respecter cet engagement dès que possible. Il y a un mécanisme dans l'entente de règlement qui permet donc de contester, de manifester son insatisfaction par rapport au Canada et le Canada va devoir rendre des comptes. Et le Canada lui-même va payer pour que la Première Nation obtienne des conseils techniques pour l'assister pour la suite. Si la Première Nation et le Canada ne parviennent pas à s'entendre sur ce qui doit être fait dans un délai de 3 mois, alors la Première Nation pourra déclencher un processus de résolution des différends et le Canada va payer 50% des coûts et des dépenses raisonnables. Le processus de règlement des différends va suivre la façon dont la Première Nation veut que ce règlement se fasse. Donc, il y a les processus traditionnels de la Première Nation où la coutume, disons, de votre communauté va être applicable. Ce mécanisme-là est conçu en fait pour éviter le recours aux tribunaux qui sont coûteux et lourds finalement pour les Premières Nations. Donc, c'est un processus allégé. Au niveau des standards, le Canada s'engage à déployer tous les efforts raisonnables pour abroger et remplacer la loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations d'ici le 31 décembre 2022. Il y a du travail qui est en train de se faire pour réviser cette loi-là et la moderniser finalement. La loi va introduire des systèmes durables, c'est ça l'objectif d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que des normes minimales qui vont être applicables partout à travers le Canada sur les communautés autochtones, les diverses communautés autochtones, donc à travers le pays. Il y aura aussi un comité consultatif des Premières Nations sur la salubrité de l'eau potable. Donc, ce comité va être créé et il y aura donc un travail de collaboration entre le Canada et les Premières Nations pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et de la future loi relativement à l'eau. Vous allez donc pouvoir y participer activement si c'est quelque chose qui vous intéresse. En termes de gouvernance, le Canada finance aussi, va donc fournir 9 millions de dollars aux Premières Nations qui souhaitent disposer de leurs propres outils de gouvernance en matière d'eau. Alors, ce n'est plus seulement le fédéral qui va gouverner en matière d'eau sur vos communautés. Il y aura aussi un financement accessible pour que vous puissiez développer vos propres outils, vos propres lois, vos propres instruments de gouvernance en matière d'accès à l'eau potable sur vos réserves, sur vos communautés. Alors, ce financement va se poursuivre jusqu'au 31 mars 2026. Si vous avez donc le temps d'y réfléchir et d'élaborer finalement ces politiques ou ces méthodes de gouvernance selon vos propres valeurs. Alors ici, vous avez une adresse générale que vous pouvez contacter. Vous allez voir plus tard, il y a des coordonnées aussi plus de personnes plus spécifiques là, que vous pourrez contacter si vous avez des questions sur la présentation d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi le calendrier, l'échéancier? Finalement, pour la suite des choses, il y a pour les Premières Nations touchées,
pour les 4 communautés au Québec et pour les autres, les 258 finalement Premières Nations éligibles, un délai de 220 jours pour accepter de faire partie du recours collectif et de l'entente de règlement. Ça nous mène donc au 2 décembre 2022. Vous avez jusqu'au 2 décembre 2022 pour adopter la résolution de conseil de bande qui confirme que vous voulez adhérer à l'entente de règlement. Alors, en gros, il y a une date de lancement qui est déjà passée. La Première Nation accepte le règlement, ce qui est déjà arrivé pour certaines communautés, qui pourrait arriver pour les autres. Et une fois que vous avez accepté le règlement, vous recevez automatiquement le 500 000 de base qui fait partie de l'entente de règlement. Et plus tard, une fois que la période est prévue pour les demandes d'indemnisation individuelle est passée. Donc, à la fin 2023, 50 de ces demandes individuelles, le montant total, finalement, 50 du montant total de ces demandes d'indemnisation individuelle vous sera versé. Donc, vous allez recevoir finalement une compensation en 2 temps. Le montant de base d'abord, et plus tard, à la fin 2023, on peut imaginer que le temps que le processus se fasse, c'est probablement début 2024, vous allez recevoir le reste de la compensation. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Puis après, on va parler de l'échéancier pour les membres individuels du recours collectif. C'est beaucoup d'informations. On va continuer d'être là. On est là pour répondre à des questions. Plus tard aussi, vous allez voir, nos numéros de téléphone, les adresses courriels sont disponibles. Donc, pour les membres individuels du recours collectif, l'échéancier est un peu plus long. On parle donc de 315 jours à partir du moment où l'entente de règlement a été conclue, ce qui nous mène à une date maximale qui est le 7 mars 2023. Alors, les individus, les membres ou les gens qui ont résidé sur vos communautés et qui sont éligibles ont jusqu'au 7 mars 2023 pour soumettre leur demande d'indemnisation. Une fois que l'individu soumet sa demande d'indemnisation, la personne qu'on appelle l'administrateur, qui est celui qui va examiner toutes les demandes, va l'examiner. Et s'il l'accepte, c'est fini. Mais s'il y a certains éléments qui manquent, il va faire un suivi avec vous. Les périodes de demande se terminent le 7 mars 2023 et les demandes d'indemnisation individuelle vont être payées à la fin de la période des demandes, donc mi-2023 ou un peu plus tard. Donc, ce n'est pas dès que vous soumettez votre formulaire que vous allez recevoir la compensation. Même si vous soumettez votre formulaire demain ou ce soir, vous allez quand même recevoir la compensation vers la mi-2023 ou plus tard. Bon, les frais juridiques. Vous n'avez pas de frais juridiques à payer pour ce recours. Le Canada paye les frais juridiques de façon totalement distincte des fonds destinés aux membres du recours collectif. Donc, les avocats qui ont travaillé sur le règlement, l'entente de règlement, ont négocié le paiement des honoraires complètement séparément de la compensation destinée aux Premières Nations. Donc, ce n'est pas un pourcentage de la somme qui est allée aux Premières Nations qui a servi à payer les frais d'avocat. Le Canada a donc payé les frais juridiques de l'ensemble des Premières Nations. Voilà, donc il n'y a pas eu d'impact sur l'indemnisation que vous recevez, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Les indemnités qui sont versées ne sont pas destinées à être considérées comme un revenu à des fins fiscales. Donc, dans vos déclarations d'impôts, vous ne serez pas imposé sur les compensations que vous allez recevoir. Donc, vous n'avez pas besoin de les déclarer comme un revenu. Ce serait quand même ironique que le Canada vous paie une compensation et qu'ensuite, il chercher une partie d'impôt. Alors, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas imposable. Ensuite, le Canada s'est engagé à faire de son mieux pour assurer que les indemnités reçues n'auront pas d'incidence sur les avantages sociaux ou sur l'aide que les membres du groupe reçoivent autrement, tant du Canada que des provinces. Donc, ça ne devrait pas avoir d'impact sur vos avantages autrement disponibles. Ah bon, ça c'est le moment important, les formulaires de demande d'indemnisation
comment se démêler dans tout ça. Il y a du support disponible. Il y a du support pour le soutien émotionnel. Donc, il y a l'équipe Espoir qui a été mise en place pour le mieux-être, pardon. Il y a donc une ligne d'assistance au bien-être qui est disponible. Vous avez le numéro de téléphone ici. Il y a aussi la personne qu'on appelle le fameux administrateur. Alors, c'est lui qui traite les demandes d'indemnisation, les paiements. Il peut vous aider dans la procédure d'indemnisation. Il peut vous aider en fournissant une assistance technique pour remplir les formulaires. Vous pouvez vous adresser à ces personnes directement. Il y a un numéro de téléphone disponible au bas de la colonne du centre, le 1-833-252-4220. C'est le numéro d'assistance technique qui va pouvoir répondre à vos questions pour remplir les formulaires. Et il y a une équipe de conseil juridique qui sont vos avocats. On travaille donc, on continue d'être là. On est là pour vous aider s'il y a des questions vraiment précises, particulières. Vous voulez comprendre si vous êtes éligible ou pas. Et on peut vous aider aussi s'il y a des demandes d'indemnisation pour des blessures spécifiques. Est-ce que ces blessures-là sont éligibles ou pas? Comment bien les décrire? Donc, on est ici pour vous aider. C'est gratuit et c'est le numéro de téléphone qui est complètement en bas de la troisième colonne ici à droite. C'est le 1-833-265-7589. C'est le numéro de téléphone qui va vous permettre d'avoir une assistance plus au niveau juridique si vous avez des questions plus pointues. Encore une fois, c'est gratuit. Liste de confirmation de la bande. On en a parlé un petit peu plus tôt. Pour les individus, vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait deux façons de procéder. La première, c'est le formulaire, déposer donc le formulaire dont on a parlé un peu plus tôt. Et la deuxième façon de procéder, c'est d'être inscrit sur la liste de confirmation de votre conseil de bande. Alors, comment ça s'organise, cette liste de confirmation? Alors, si une Première Nation, si vous choisissez de soumettre une liste de confirmation, eh bien, les membres de votre communauté qui sont identifiés sur cette liste parce que vous savez que ces personnes remplissent les critères d'éligibilité. Donc, elles sont nées après 1995, elles ont résidé de façon habituelle sur votre communauté pendant la période visée par la vie à long terme. Et là, j'ai mentionné les périodes un peu plus tôt pour chacune de vos communautés. Si, bref, ces personnes-là remplissent les critères, votre conseil de bande peut soumettre une liste. Et cette liste, elle sera donc fournie à l'administrateur et à ce moment-là, les individus qui sont sur cette liste n'ont pas besoin de remplir un formulaire. Par contre, cette liste, ça ne comprend pas les demandes d'indemnisation pour les blessures spécifiées. Alors, si vous avez eu des blessures spécifiques, vous ne pourrez pas faire de demande d'indemnisation via cette liste. Voilà. Alors, si jamais votre Première Nation choisit de dresser cette liste de confirmation et qu'il y a, par exemple, une erreur, alors un membre qui a été inscrit sur la liste et qui finalement n'est pas admissible, ou bien s'il y a une omission, quelqu'un qui aurait dû être sur la liste et qui n'y est pas, votre Première Nation ne sera pas tenue responsable. Et s'il y a une incohérence là, entre la liste de confirmation et un formulaire de demande d'indemnisation, c'est le formulaire qui va primer. Alors, il n'y a pas de risque finalement pour votre Première Nation à fournir une liste puisque vous ne serez pas tenu responsable et ça peut faciliter le processus de vos membres ou des gens qui ont résidé sur votre réserve pendant les périodes visées. Alors, ça peut être une avenue intéressante là, pour réduire finalement le fardeau de vos membres et maximiser éventuellement la compensation que vous allez recevoir dans un deuxième temps, là, de 50 des sommes versées pour les membres éligibles. Alors, le formulaire ressemble à quoi? Alors, pour ceux qui choisissent de remplir le formulaire d'indemnisation, il y a 3 parties obligatoires. Alors, c'est bien identifié sur le formulaire, vous allez voir. Il y a 3 parties obligatoires. Évidemment, votre nom, les informations importantes pour savoir qui vous êtes. Ensuite, votre lieu de résidence
Donc, le lieu où vous avez vécu, ces informations vont être utilisées pour déterminer pendant combien de temps vous avez souffert de la vie à long terme pour l'accès à l'eau potable sur votre communauté et une autorisation. Alors, c'est à ce moment-là que, en tant que membre ou en tant qu'individu, vous allez accepter les conditions générales et vous allez garantir que les informations fournies sont exactes. Les parties optionnelles. Vous devez les remplir seulement si vous demandez la portion d'indemnisation supplémentaire pour des blessures spécifiques. Alors, par exemple, si vous avez eu des maladies de la peau ou autres enjeux vraiment liés à de l'eau de mauvaise qualité pendant la période de la vie, eh bien, vous devez à ce moment-là remplir les parties qui sont optionnelles. La partie 4 pour décrire quelles sont les blessures spécifiques dont vous avez souffert. Alors, si vous avez subi des blessures graves, durables, encore là, qui ont été causées par l'utilisation de l'eau conformément à la vie à long terme, ou parce que vous n'avez pas eu accès à de l'eau saine et propre, bien, vous allez pouvoir finalement décrire ces blessures et comment elles ont été causées par l'eau et obtenir à ce moment-là des compensations plus importantes. Et vous allez aussi, évidemment, devoir apposer votre signature à la fin pour attester que toute l'information que vous avez fournie est vraie et que vous autorisez l'administrateur à examiner votre demande et à prendre une décision sur l'indemnisation. Encore une fois, cette partie optionnelle, elle s'ajoute finalement à l'indemnisation de base à laquelle vous allez avoir droit. Fait que pour le formulaire de demande d'indemnisation du représentant, fait que le représentant de quelqu'un, si vous avez une personne frappée d'incapacité, un enfant mineur, une personne décédée, vous allez avoir d'autres parties à remplir. Alors, pour les personnes frappées d'incapacité, c'est la partie 6. Pour l'enfant mineur, c'est la partie 7. Si c'est quelqu'un qui est décédé et qui a des héritiers, c'est la partie 8. Et si c'est quelqu'un qui est décédé et qui n'a pas d'héritier, c'est la partie 9. Vous devez choisir seulement une de ces sections, c'est-à-dire que si c'est l'enfant mineur, vous remplissez juste la partie 7. Vous n'avez pas besoin de remplir celle sur les parties décédées, sur les personnes décédées, puis évidemment pas celle sur les personnes frappées d'incapacité. C'est une de ces sections en fonction de la personne pour qui vous remplissez la demande. En fait, les formulaires sont conçus pour que vous ayez le moins possible besoin d'assistance. Ils ont été conçus pour être le plus simple possible, le plus accessible possible à vos membres et aux individus éligibles. Alors, l'idée, c'est aussi de ne pas provoquer des nouveaux traumatismes ou d'être difficile à remplir. C'est vraiment un processus qui se veut assez simple. Alors, les personnes qui vont soumettre un formulaire de demande n'ont pas besoin de soumettre autre chose, c'est tout. Une fois que vous soumettez le formulaire, c'est la seule chose qui est nécessaire et vous allez promettre finalement via votre signature que les informations qui sont là-dedans sont correctes, sont exactes. Donc, on se fie finalement à la personne qui signe le formulaire pour attester que l'information est exacte. Et pour les demandes d'indemnisation pour blessures spécifiques, vous n'êtes pas obligé de fournir des documents justificatifs. Par exemple, si vous avez eu une maladie, que vous êtes allé chez le médecin, vous n'êtes pas obligé d'aller soumettre les prescriptions de médicaments que le médecin vous a envoyés. Si vous en avez et que vous souhaitez les joindre à la demande, c'est possible, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous pouvez, si vous en avez, ajouter des éléments comme votre dossier, des éléments de votre dossier médical, d'autres dossiers, des photos, des vidéos qui sont relatifs aux préjudices subis. Vous pouvez soumettre une déclaration écrite si vous avez besoin de soumettre plus de détails sur ces blessures spécifiques ou même un témoignage oral. Ça peut être un enregistrement de votre voix que vous soumettez au soutien de votre formulaire finalement. Alors, si vous faites des demandes pour des blessures déterminées qui nécessitent un garant, quelqu'un qui garantit finalement que ces blessures-là ont bel et bien eu lieu, vous pouvez présenter une demande d'indemnisation et prêter serment
ou affirmer solennellement devant votre garant. Fait que ça peut être quelqu'un, par exemple, le chef, le conseiller ou même quelqu'un de l'extérieur qui a une certaine autorité morale, un notaire, un avocat qui donc va garantir que vous affirmez solennellement que ce sont bel et bien ces blessures qui sont décrites que vous avez subies. Donc, vous pouvez le faire, ce n'est pas obligatoire, mais ça veut dire, si vous choisissez de le faire, que vous allez remplir la section déclaration sous serment affirmée du formulaire de demande. Il y a une section spécifique pour l'affirmation sous serment, finalement, la déclaration sous serment. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire de faire cette déclaration sous serment. Donc, pour faire une demande d'indemnisation pour des blessures spécifiques, alors, c'est quoi exactement le genre de blessures qui sont éligibles? Il y a 2 niveaux de préjudice. Il y a d'abord les préjudices graves qui ont duré plus qu'1 mois, mais moins qu'1 an. Alors, un épisode finalement de blessure qui s'est guéri, qui est arrivé, qui a duré quand même plus qu'1 mois, mais qui s'est guéri dans une période de moins d'1 an. Alors, vous devez répondre à tous les critères suivants pour faire une demande pour blessure spécifique de niveau 1, hein. Donc, les blessures moins graves. Toutes les blessures sont graves, mais les blessures moins longues, disons. Alors, vous devez avoir souffert de problèmes de santé importants et prolongés qui ont nui à votre qualité de vie, perturbé votre bien-être, vos activités quotidiennes. Et les blessures, ça, on ne le répétera jamais assez, vos blessures doivent être causées par la vie à long terme sur la qualité de l'eau parce que vous avez utilisé de l'eau traitée ou de l'eau du robinet conformément à la vie, mais vous êtes quand même tombé malade ou parce que vous n'avez pas eu un accès approprié à l'eau traitée ou l'eau du robinet. Là, comprenons-nous bien, si vous êtes dans une communauté où il y avait un avis comme celui-là et que plutôt que d'utiliser l'eau du robinet conformément à la vie, vous êtes allé, par exemple, chercher de l'eau du lac parce que vous ne vouliez pas utiliser l'eau du robinet. Ben, à ce moment-là, votre dommage ne sera pas causé directement par l'eau qui était fournie par votre communauté finalement. Alors, il faut faire un lien avec l'utilisation de l'eau qui était fournie par votre communauté à ce moment-là. Et les symptômes doivent avoir persisté, je le disais tantôt, pendant au moins 1 mois de jours consécutifs, mais quand même moins qu'1 an. Et vous devez, ça aussi c'est important, vous devez avoir essayé d'obtenir un traitement pour vos blessures. Donc, si vous étiez blessé ou malade, mais que vous n'avez pas tenté d'obtenir un traitement, eh bien, ces blessures-là vont pas nécessairement être compensées. Alors, dans de nombreuses Premières Nations, l'accès aux soins est difficile. Donc, si vous n'avez pas pu vous faire soigner, vous pouvez quand même soumettre une demande d'indemnisation. Mais l'important, c'est de montrer que vous avez juste essayé d'obtenir de l'aide de quelqu'un. Ça peut être un aîné, un responsable de la santé communautaire, un gardien du savoir, quelqu'un finalement autour de vous. Il faut juste montrer que vous avez essayé d'obtenir de l'aide, puis ensuite vos blessures vont devenir éligibles à une compensation spécifique. Maintenant, les blessures plus graves. Alors, ce qu'ils appellent ici les niveaux de préjudice 2, donc des blessures plus graves qui ont duré plus qu'1 an. Alors, vous devez, pour être éligible à ces compensations plus importantes, pour des dommages plus importants, répondre aux critères suivants. Alors, vous devez avoir souffert de ces problèmes de santé importants et prolongés qui ont nui à votre qualité de vie, perturbé votre bien-être, vos activités quotidiennes. Donc, la même chose, juste que finalement, ça a duré plus longtemps. Et les blessures doivent avoir été, encore là, c'est le même critère. Il faut que ce soit directement causé par la vie à long terme sur la qualité de l'eau potable. Donc, parce que vous avez suivi là, toutes les consignes, vous avez utilisé l'eau dans votre communauté et vous êtes quand même tombé malade. Ensuite, les symptômes doivent avoir persisté pendant au moins 1 an de jours consécutifs et vous devez, là, ici, il y a une différence avec les préjudices moins graves, c'est-à-dire que vous devez avoir reçu un traitement.
Donc ici, là, il ne faut pas juste avoir essayé d'obtenir un traitement. Il faut avoir reçu un traitement pour les blessures auprès d'un professionnel de la santé. Le professionnel de la santé, il faut que ce soit quelqu'un qui soit un médecin, un guérisseur, quelqu'un qui fait de la médecine traditionnelle dans votre communauté, ça fonctionne aussi. Mais bref, pour les maladies ou les blessures qui ont duré plus d'un an, il faut avoir été chercher de l'aide médicale ou d'un guérisseur. Donc, pas juste avoir essayé, il faut l'avoir obtenu pour que vous soyez éligible à des compensations. Alors, quels sont les types de blessures? C'est juste des exemples, hein. Peut-être il y en a d'autres, mais des types de blessures spécifiques. Alors, ça peut être des troubles digestifs si vous avez bu l'eau, peut-être que vous avez eu des problèmes gastro-entérologiques, peut-être que vous avez eu des problèmes respiratoires, des problèmes dermatologiques en vous baignant, en vous lavant avec cette eau-là, des problèmes de foie. Il y en a qui ont parlé de problèmes neurologiques aussi au cerveau, au système nerveux, des infections de la circulation sanguine, des problèmes de reins, des tumeurs, des cancers, des problèmes de santé mentale aussi sont éligibles. Souvent, on en parle moins, mais c'est des problèmes qui sont fortement reliés à l'absence de qualité d'eau potable. Alors, des problèmes de santé mentale comme la dépression, les troubles de panique, la toxicomanie, les dépendances, l'alcool, cannabis, tabac, bon, je ne vais pas tous les nommer, ils sont tous ici. Les troubles de stress post-traumatique, si vous avez des phobies spécifiques qui se sont développées à cause du manque d'accès à l'eau potable, des troubles de l'adaptation, un trouble anxieux généralisé. Alors, ce sont toutes des blessures qui sont éligibles, évidemment, si elles répondent au reste des critères dont on a parlé sur la diapositive précédente. Ce sont des exemples. Alors, merci, Miigwech, Chinashkumetin. Si vous avez des questions, c'était beaucoup d'informations. On est là pour répondre à vos questions spécifiques. Ce webinaire va continuer d'être disponible. Il est enregistré. Vous allez pouvoir le partager, le réécouter, peser sur pause ou nous appeler. Et maintenant, ça me fait plaisir d'ouvrir la discussion pour voir si vous avez des questions spécifiques auxquelles on n'aurait pas répondu ou des éléments à clarifier. Alors, merci beaucoup pour votre attention tout le monde. Et voilà, je vous donne la parole.